Salut à tous, bienvenue dans Gaming. Bonne année, comme on dit dans ces cas-là. Gilles, bonne année. Salut Philippe, bonne année. Et bonne santé. Salut. Voilà. À vous tous qui nous suivez, évidemment, que ce soit à Bruxelles, à Charleroi, fatalement à Liège. Voilà, on est présent sur pas mal de télévisions locales. Que tout se passe bien pour vous. On vous souhaite plein de chouettes découvertes côté jeux vidéo. Et pour vous aider, il y a Gaming, ça tombe bien. Gilles, on a un programme de nouveau super chargé à commenter avec des petits coups de cœur. Hein. Des coups de cœur, des jeux peut-être plus difficiles à faire passer, mais oui, des vraies découvertes et de l'inattendu. D'accord. Allez, c'est parti tout de suite. D'ailleurs, on commence avec Just Cause 4. Quatrième du nom. Exactement. Ouais. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est le retour de Rico Rodriguez, un jeu qui était développé par Square Enix, qui, à l'époque de sa sortie, essayait de concurrencer tous les jeux qui commençaient à scruter sur un monde ouvert, avec un personnage doté d'habileté et une liberté de mouvement un peu totale. Alors, Rico Rodriguez, pour l'histoire, est un ancien agent secret retraité qui travaille au service d'une certaine agence, qu'il a décidé de quitter pour des dissensions éthiques. Et ce Rico s'allie avec une population qui est sous le joug d'un empire économique, on va dire ça comme ça. Maintenant, là je vais pas en faire des caisses non plus au niveau scénario, parce que c'est avant tout un type avec des super gadgets, un grappin qui lui permet... C'est une sorte de James Bond, voilà, ouais. qui est en mission, quoi. Oui, pas très classe, plutôt roots, décontracté, un sérieux franc-parler, et qui, le gros avantage, c'est cette histoire de grappin dans le jeu. Le grappin permet à Rico Rodriguez, de manière pas très réaliste, d'attraper au vol un hélicoptère, s'accrocher à une montagne en pleine ascension avec un parachute. C'est une sorte de Spider-Man mixé avec James Bond. Voilà, un Spider-Man mécanique qui ne craint pas la pesanteur ni la hauteur. Alors, c'est un jeu, voilà, pour ce quatrième du nom. Hélico, bang. Voilà. Si dit, on s'en fout un peu que ce soit réel ou pas, c'est du fun, quoi, non ? C'est avant tout du fun, ouais. Et tant mieux, parce que à l'heure des Red Dead Redemption et tous les jeux en monde ouvert qu'on a connus cette année, Just Cause 4 fait un petit peu quand même pâle figure en termes d'ambition. C'est un jeu qui n'a pas spécialement évolué et qui mise tout sur son gameplay, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Dans les jeux qu'on a parlé, qu'on a vanté, qu'on a aimé ou détesté, il y avait toujours cette question de il faut jouer énormément pour à un moment voir l'intérêt du jeu, pour l'apprendre et le maîtriser. Ici, le Rico Rodriguez, il s'embête pas, il peut foncer dans le tas. S'il a la mission de prendre d'assaut un camp, déjà il peut le choisir, et non seulement il peut décider d'arriver par les airs, par voie de voiture, de camions, de hors-bord, de parachute, de wingsuit, les espèces de on l'a vu au début, effectivement. Ouais. Bon, voilà. Et de rallier les populations locales, de faire tout péter comme on est en train de le voir. C'est ludique, quoi. Voilà, c'est ludique, c'est un jeu, 5 minutes, on en a pour son petit argent. Maintenant, il faut ceux qui espéraient peut-être un peu comme moi que le jeu prenne une autre tournure et tire un peu les leçons du passé, on n'y est pas. Ouais, c'est aussi parce que tu m'as dit, avec Red Dead, on est habitué à avoir quelque chose maintenant graphiquement qui tient la route et un scénario. Et ici, du côté scénario, c'est peut-être, mais c'est immédiat, quoi. Oui, c'est ça. C'est le jeu pour jouer 5 minutes rapidement. Je fais une petite parenthèse pour dire que vous pouvez retrouver Gaming sur le site web de RTC, mais aussi qu'il y a ta page YouTube, ta chaîne YouTube où on peut retrouver plein de vidéos où tu joues. Voilà, on peut découvrir le jeu. Gilles Banneux sur YouTube, c'est pas très compliqué à trouver. Et, c'est des images de jeu avant tout. Voilà, exactement. Voilà. Donc il y a beaucoup de gameplay, donc ça peut être pas mal si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce jeu-là. Et sur les autres dont on va parler, de Conceal, notamment maintenant. De Conceal, ouais. Alors, The Conceal, c'est un jeu français qu'on doit au studio Cyanide, qui a eu des productions assez honnêtes ces dernières années même, et qui parfois devait lutter avec les moyens qu'il n'avait pas face à la concurrence. Et ici, The Conceal sort un jeu de manière assez intelligente, un jeu avec le modèle économique qu'on a connu, donc c'est un jeu qui est livré par épisode, c'est un jeu d'aventure qui nous raconte une histoire et qui est livré en 5 épisodes. Donc si on a commencé dès le début de sa sortie l'année dernière, il a fallu attendre à la manière d'une série TV la suite des opérations.
ici il vient, on en reparle parce que sa version complète et finale sort sur PlayStation 4, ce qui n'était pas le cas. C'est un jeu qui est d'abord apparu sur PC, puis ensuite sur console. Alors de Conceal, quelle est la bonne idée de ce truc, c'est, parce qu'il est bardé de prix, c'est d'avoir un peu révolutionné, osons le mot, la narration. Ils ont décidé d'introduire des notions de gameplay et de personnages dans une histoire. Alors l'histoire, on incarne un Français, je ne retombe plus sur son prénom, Louis de Richet, voilà, Louis de Richet. Le jeu est entièrement en VO, qui est invité par un certain Lord Mortimer. Ça se passe au XVIIIe siècle, un petit peu après la Révolution française. Et ce Lord Mortimer a une bâtisse absolument incroyable où tous les plus grands tableaux de l'histoire de l'art sont affichés un peu partout. Il a par exemple aussi la première Bible imprimée par Gutenberg. Il a l'air un peu blindé, le garçon. Dans les convives qu'il a invités pour réfléchir autour d'une table, il y a non moins que Napoléon Bonaparte, il y a George Washington, il y a du beau monde, il y a du gratin politique. Alors Louis de Richet, il est chargé de retrouver sa mère, qui lui a envoyé un mot en disant « Viens me retrouver, j'ai des soucis ». Il ne la trouve pas, et il faut enquêter. Alors ce qui est génial on se dit « Ok, si c'est juste une histoire d'enquête à la française, pas de quoi s'affoler ». Alors c'est en anglais, mais parfois c'est de l'anglais Frenchy, quoi. Oui, donc, this is Napoléon Bonaparte. Yes, this is a great pleasure to meet you. Yeah. C'est assez drôle. Et donc on est dans une aventure type cinéma avec des choix à faire, c'est ça, voilà. Oui, parce qu'au début, on va devoir donner des attributions. Par exemple, si on veut développer l'érudition, ça veut dire que dans une conversation de haut vol, on pourra se placer un peu plus aisément et avoir accès à des choix de dialogue précis. Si on n'a pas accès à ces choix, on va devoir dépenser des points, et on a un pack de points au début lors de confrontations à deux personnes. C'est chaque fois des face-à-face qui se passent assez naturellement au détour de rencontres dans cette grande propriété. Puis alors, il y a même un petit côté Street Fighter, il y a des confrontations, des joutes verbales. Petit côté Street Fighter. Ah, oui. Quand je vois les images, j'ai quand même un peu de mal. Mais... J'essaye d'appâter le chaland parce qu'il est marqué confrontation et on a un personnage à gauche, à droite. Et là, il faut, par les choix textuels qu'on va faire, il faut essayer de mettre à mal la personne en face et de le convaincre. Si jamais, par exemple, on s'en prend à Napoléon Bonaparte sur le terrain de la politique, on va peut-être se faire emballer, parce que là, il y a une espèce d'immunité qui va dire « Oh, c'est pas toi qui vas m'expliquer la vie, Coco ». Parfait. Autre chose qui t'a bien marqué, c'est Kingdom The Two Crowns, pardon, Kingdom Two Crowns, je le fais correctement. Voilà, sur ton site aussi, il y a pas mal de vidéos qui parlent de ça. Alors on voit, on n'est plus du tout dans la même atmosphère graphique. Et voilà, pour faire simple. Oui, on est à nouveau dans le pixel art, donc des carrés réduits pour faire du décor. C'est un peu l'esthétique préférée de notre réalisateur Jean-Pierre, comme ça c'est dit. Oui, exactement, oui. Il ne comprend pas. Jean-Pierre qu'on salue évidemment, mais bon, voilà. Bref. Non, en fait c'est un jeu, si on n'explique pas, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et c'est bien légitime. On incarne un souverain, un roi ou une reine au départ sur une île horizontale avec un scrolling, donc c'est un défilement de gauche à droite, à la Mario si ce n'est qu'on peut aller dans les deux sens. On va dire que c'est un SimCity, un city builder. On va devoir créer un royaume au départ d'un centre et s'étendre progressivement au travers de forêts, qu'on va le voir. Alors, ce qui est assez génial, c'est que le jeu se résume à 3 actions. Gauche, droite, donc on est le souverain sur un canasson, on peut changer de monture, et le bouton A ne sert qu'à jeter des pièces qu'on va récolter, qu'on va crafter en fonction des personnages qui vont travailler pour vous. En gros, on peut dire que le souverain résout les problèmes en jetant des pièces d'or. Ces pièces d'or vont donner du boulot. Voilà, tu vas pouvoir construire, bâtir quelque chose, c'est ça. D'où City Builder. Exactement, et on va devoir défendre ce royaume avec des palissades qui auront différents niveaux de protection, parce qu'à la nuit tombée, il y a des espèces de créatures qui viennent de part et d'autre de la carte et viennent assaillir ce royaume où le jeu s'arrête, la partie s'arrête quand on a perdu sa couronne. Avec cette dramatique phrase, si à un moment on se fait toucher par ces personnages un peu fantomatiques, assez japonais, parce qu'on est parti trop loin de son camp, et que par malheur, le cheval n'en peut plus parce qu'on lui a demandé de cavaler et qu'on n'a pas géré sa dose d'endurance, le souverain ou la reine perd sa couronne et se fait voler
par ses forces. Et donc, ça paraît assez basique à l'écran, mais tu m'as dit, voilà, il y a toute une mécanique assez complexe quand même derrière au niveau des interactions. Tu fais bien de le relever parce que quand j'ai joué, Merci, ça me fait plaisir. Ouais, tu vois, un bon point pour Philippe en ce début d'année, pour les comptes. Exactement. En fait, les premières fois que j'ai joué, je suis un peu passé à côté du jeu parce que c'est la 3e version. Il est sorti sur toutes les plateformes, tous les supports, sur téléphone mobile, sur iPad. Ce que j'avais compris du jeu, parce qu'il y a très peu d'explications, je ne l'avais pas vraiment perçu. C'est un peu débrouille-toi, trouve par toi-même, ok, là on construit un pont, ça sert à quoi? Voilà. Donc tout fait un peu appel à notre sens de l'observation. Et petit à petit, en regardant et en échangeant sur des forums, en voyant des vidéos d'autres, il y avait des choses que j'avais développées, compris, d'autres pas. Donc et au final, ce qui est assez génial, c'est l'œuvre d'un développeur, Thomas Vandenberg. Il n'est pas belge. Le jeu est extrêmement dense. Je veux dire, dans tous les aspects qu'on a cités, il y a énormément d'interactions, de construction, d'évolution. C'est un jeu de stratégie économique, tactique et totale. Alors que c'est séduit aussi par ce jeu. Voilà, il faut passer outre le côté un petit peu âpre, un petit peu, de l'esthétique. Windows, Mac, Linux, Switch, Xbox One, iOS, Android, bref. Machine à laver, grille-pain, tout. Ouais. Et puis si vous n'êtes pas fan de ce jeu et que vous avez envie de bouger un peu plus, il y a Ride 3e édition. Voilà, là on enfourche. Ça, en l'occurrence ici, une Triomphe, parce que t'aimes bien tous les cafés ressorts. On entend le bicylindre ronronnant de la motocyclette anglaise. Donc on a bien compris que c'est un jeu de simulation moto. On avait essayé il y a quelques mois de cela Tourist Trophy qui était juste un petit bijou. Ouais. Et ici, Gilles, on est aussi dans quelque chose qui t'a beaucoup plu. Oui, alors Ride 3 est un des jeux qui a survécu à tous ces studios de développement qui sont tâtés à essayer de rendre sur la route de manière virtuelle la difficulté de conduite d'une moto et toute la physique qui va avec propose voilà, en un mot, on va dire que c'est le Gran Turismo de la moto et peut-être la version la plus aboutie et totale qu'il nous est donné de jouer aujourd'hui en ce début de 2019. Ride 3 propose des permis, différents types de motos, toute catégorie, toute année, c'est ça qui est assez génial. On va prendre derrière ton mur. Là j'ai glissé. Là, ça fait mal, là, effectivement. Heureusement, il y a quelques années, il y a un développeur qui a eu la bonne idée de pouvoir introduire le rembobinage pour éviter de se gaufrer sévèrement. Parce que là, les images qu'on voit, c'est quand même, je te l'ai avoué hier, c'est vraiment le niveau de difficulté presque le plus bas, et ça reste assez difficile à jouer. Donc c'est un jeu qui demande quand même beaucoup d'investissement, et je sais bien dans des grandes discussions, est-ce qu'on doit jouer en vue derrière la moto, la vue casque, la vue guidon, la vue... C'est peut-être un jeu quand même qui est un peu plus tourné vers l'arcade que la simulation pure et dure, parce que sinon c'est... Non, je relativise un peu, parce que autant tu es super fort dans tous les types de jeux, autant je sais qu'en conduite, parfois tu as un peu de mal. Donc, oui, voilà. J'ai eu un grand moment de solitude à Cologne, merci de me le rappeler à la Gamescom. J'essaye. Voilà. Mais c'est pas mal, on est au bord du lac de Garde, là on voit les images, c'est quand même pas mal. J'essaierai quand même si je t'ai dit tout de suite, je trouve que graphiquement, par rapport à Tourist Trophy, c'est quand même un tour en dessous, mais voilà. Sans tomber dans les grands... Le but d'un jeu de course, c'est toujours d'avoir un nombre d'images secondes suffisant, on en parlera encore plus tard dans d'autres jeux, et ici, sur console, ils ont quand même dû réduire d'un palier par rapport à ce qu'un PC de guerre peut afficher de manière plus jolie. Mais bon, d'accord. C'est encore un grand débat. Ouais, c'est un grand débat. On part sur tout à fait autre chose. Graphiquement, c'est magnifique, mais alors, c'est pas avec celui-là qu'on va bouger très très fort et très très vite. Ça s'appelle Gris. Simplement. Qui est un jeu magnifique esthétiquement, qui est le fruit d'un jeune studio de développement qui s'appelle Nomada. Il y a 2 ans, des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Liège, qu'on salue, avait repéré ce jeu tout comme moi et avait dit qu'est-ce que c'est que cette image. À l'époque il y avait juste une image de ce personnage, cette étrange jeune femme avec une cape, et Gris est enfin sorti parce qu'à l'époque c'est un studio qui n'existait pas, donc c'est vraiment 2 personnes qui ont créé une œuvre entièrement, qui ont créé un studio de développement et trouvé un éditeur. Gris raconte l'histoire d'une chanteuse, c'est un peu l'interprétation qu'on en a, qui perd un moment sa voix, c'est ce qu'on suggère dans les images d'ouverture, et plonge comme ça dans un univers entièrement gris,
dans lequel elle va retrouver petit à petit la couleur. Alors ce qui est magnifique avec ce jeu-là, évidemment, c'est la patte esthétique. C'est un jeu aussi où l'animation, ça n'a l'air de rien, mais les animations sont quand même assez somptueuses. Voilà, c'est sans doute un des jeux les plus incroyables esthétiquement et artistiquement qu'il ait été donné de voir, dans le sens où il est fait vraiment, on va dire, pas à l'ancienne, mais en tout cas, il y a un savoir-faire artistique derrière, évident. On le voit dans le choix des couleurs, des zooms, des cadres, des clairs-obscurs. C'est un jeu maintenant de progression, d'aventure, où il faut essentiellement avancer dans le tableau et progresser dans cet univers, où petit à petit il va y avoir des éléments de jouabilité qui vont apparaître. Comme, il faut aimer le violoncelle aussi accessoirement, voilà. Enfin bref. Une musique assez mais c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de sortir de ce monde, progresser. Alors on pense que certains disent ouais, c'est une métaphore de la mort, c'est un rêve éveillé. Les interprétations sont nombreuses. Maintenant, c'est avant tout progresser, avancer dans ce tableau-là et ne pas être arrêté par les petits casse-têtes qu'on va voir. Donc petit à petit aussi, le héros peut se transformer. Par exemple, il y a des éléments de gameplay, de jouabilité, où sa cape peut devenir un bloc qu'on imagine très lourd, qui lui permet d'être enraciné au sol quand il y a une bourrasque qui va la faire virevolter de l'endroit où elle a enfin réussi à être au perché. Donc voilà, c'est un jeu de progression de plateau, assez classique, qui n'a révolutionné absolument rien, mais qui, de par son esthétique et ses mécaniques empruntées un peu à gauche à droite, donne un jeu absolument poétique pour 6 heures de jeu. Ça doit tourner autour de 17 €. Voilà. C'est vraiment très très joli. J'étais limite en train de bâiller déjà, mais c'est vraiment... J'ai vu, attention. Attention Philippe. Ah oui, ça c'est les excès des fêtes, mais c'est vrai que c'est pas le genre de jeu qui me réveille automatiquement, quoi. Tu mets ça le dimanche après-midi, j'allais dire sur console, mais non, en fait pas sur console, puisque Switch et PC macOS, d'après ce que tu me mets sur la fiche, effectivement. D'accord, ok. Parfait. Allez, c'est le moment d'avoir quelqu'un en face de toi. Ouais. Okay. Dont on parle souvent, alors voilà, c'est quand même mieux de le faire venir. D'accord. Voilà, on accueille sur le plateau Denis. Salut Denis. Salut Denis. Ça va ? Salut. Ça va bien. On ne s'est pas encore vu sur ce plateau, effectivement, mais tu avais déjà participé à la Coupe du Monde RTC. C'est ça. Il y a quelques mois de cela. Et si tu es venu nous rejoindre, c'est pour parler de ceci. Que on a testé tous les trois. Non, toi ? Moi, je te l'ai laissé. Ouais, super cool, quoi. Donc, c'est la PlayStation classique, réédition avec une version préchargée d'une vingtaine de jeux. Tu l'as testé ? J'ai testé brièvement. Ouais. Et il n'y a pas besoin de prendre énormément de temps pour se rendre compte que c'est une belle arnaque. On va pas se mentir. Pourquoi ? Mauvais choix de jeu, des versions ralenties, des versions françaises inexistantes. C'est vraiment une tentative de Sony de flotter sur la vague de la SNES Mini et de la NES Mini. Mais ça a été fait à la va-vite, un peu sous-traité, ça fait toc, ça fait faux. On n'a pas le même feeling qu'à l'époque, et sur quelque chose qui se base principalement sur la nostalgie, c'est raté, quoi. On n'a pas du tout le même sentiment quand on joue. Et voilà, il y a plein de problèmes qui viennent casser un peu ce produit. Là, on a les images de présentation de la console. Ça, c'est toujours rythmé, ça donnerait presque envie. Je confirme, c'est effectivement assez... souffert, les gars. Ouais, vraiment. Je t'avais déjà dit au moment de la NES Mini, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Denis, toi, je crois que tu l'aimes bien, ça, par contre, celle-là ? La différence, c'est que la NES et la SNES, c'est des jeux en 2D. La plupart ont relativement bien vieilli. On prend Mario, aujourd'hui encore, le jeu est très beau, encore très correct. Là, c'est l'ère du début de la 3D, donc c'est des jeux qui ont pour certains, vraiment très très mal vieilli. Et c'est vraiment pas beau, et c'est vraiment pas rapide, et c'est finalement très très peu intéressant. Ouais. Ça s'adresse vraiment à un public de collectionneurs. C'est effectivement la vague de faire du neuf avec du vieux. On prend une console, on la réduit, on fait un packaging. Et peut-être qu'il y a plus de gens qui vont l'acheter et ne pas la déballer que l'inverse. Oui, effectivement. Quand tu dis c'est peut-être un public collectionneur, moi je cherche toujours le public, parce qu'une fois qu'on l'a essayé, on n'a plus spécialement envie de la ressortir. Donc, voilà. C'est pour les vitrines. On avait dit si c'est bien, on le dira. Si c'est pas bien, on le dira aussi. Voilà. On l'arrange.
on va la replacer là-bas. Et on va parler d'un jeu que vous connaissez tous les deux, que vous connaissez également, c'est PUBG, tout de suite. Avec, là aussi, Gilles, quoi, une mise à jour, une nouvelle carte Oui, c'est aussi... Et puis surtout l'arrivée. Surtout l'arrivée, effectivement, de PlayerUnknown's Battleground, de son nom complet, ce jeu dont on avait déjà parlé, sur PlayStation 4. C'est le dernier support arrivé. Alors, c'est PUBG, de son petit nom, c'est quand même un peu pas un des... peut-être le plus visible des Battle Royale, un monde ouvert, 100 personnes parachutées sur une île. Fortnite a repris magnifiquement la formule et l'a allégée pour le succès planétaire qu'on lui connaît. Voilà, donc au moment la question c'est toujours de se dire, est-ce qu'un jeu qui est entièrement programmé pour PC par des Coréens, est-ce que le jeu de Brendan Green va tourner sur une console? Ouais, c'est un peu toute la question. Donc là, c'est une version PS4. Ici, c'est une version PS4 Pro. Ça tourne mieux que ce que j'imaginais. Maintenant, sur la version PS4, comme sur la version Xbox, par la version Xbox One X, on a un nombre d'images secondes qui tombe quand même assez bas. Et puis des graphismes pour les joueurs PC qui voient ça, ils vont se dire ouais là ils ont méchamment... C'est dur quoi. Denis, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est la même impression, c'est très dur visuellement, on l'a même vu, il y a des bugs de chargement des textures, les textures qui chargent alors que la partie est déjà lancée. On est sur un serveur test pour quand même contrebalancer, mais... C'est cool, tu restes positif. On avait dit qu'on faisait quoi? Good cop, bad cop, je ne sais plus. Moi je suis bad cop. Toi t'es bad cop. Alors t'es bad cop pourquoi? Tu déconseillerais pourquoi? Je déconseillerais sur PlayStation. Déjà, t'es pas super fan de PUBG, hein? Non, j'aime bien PUBG, j'ai beaucoup joué à PUBG, mais c'est un jeu qui me rend fou, parce qu'il est frustrant, mais il est aussi très euphorisant quand on gagne, quoi. C'est très blanc et très noir. Il est frustrant tout le temps, quoi. Voilà. Oui, non, ça dépend. Mais oui, non, je le déconseille parce que je trouve que c'est pas du tout un jeu qui est déjà dans son gameplay adapté non, vraiment pas. À la console. C'est un jeu où il faut être précis à des longues distances, où il faut être réactif et il faut avoir un maximum d'images secondes pour pouvoir faire tout ça. Là, il n'y a pas grand-chose. Je pense que quelqu'un qui va essayer de tirer au sniper, à passer 200-300 mètres, avec un joystick, je lui souhaite bien de la chance. Non, c'est vrai, c'est clair. Ouais. C'est une maniabilité clavier-souris qui est déjà suffisamment exigeante et difficile. Tout qui a joué à ça sur PC, c'est bien qu'à un moment, c'est un jeu, c'est des parties d'une demi-heure, on peut mourir dans les 15 secondes, comme on peut éventuellement, par chance, qui est plutôt dans mes habitudes, terminer sans presque avoir vidé un chargeur. Parce qu'il y a un niveau de jeu qui est incroyable, et donc c'est un jeu où on va sursauter, game over. Et effectivement, avoir voulu une part du gâteau en l'égrenant sur tous les supports, c'est un peu un plâtre sur une jambe de bois dans sa version. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, donc, je rappelle tes vidéos sur ta chaîne YouTube, Gilles Banneux. Les vidéos que tu publies, elles ont pour nom, vous venez souvent danser ici, Bruno c'est toi, Zhang Wei, Wanfang, Sangjing, ou plus que tu le fais bien, ou plus que ça finit par faire mal. Tu vas bien, Gilles? Ça va. En fait, c'était au début. D'accord. Voilà. J'avais aussi la technique sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Ok. Donc, je vous les conseille évidemment si vous voulez découvrir un peu plus. Dernier point qu'on va faire sur l'émission, c'est Thronebreakers de Witcher Tales. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un jeu polonais qu'on doit à CD Red Projekt. Tous les trois, nous étions à la Gamescom de Cologne. On connaît maintenant l'aura de la Pologne en matière de développement de jeux vidéo. C'est quasiment ce qui se fait de mieux. Il y a un futur jeu dont on parlera beaucoup, qui est Cyberpunk 2077. Ici, donc, c'est les créateurs de Witcher, la série, qui... dans The Witcher 3 sorti en 2015, un de mes jeux coup de cœur préférés, avait développé un jeu de cartes à collectionner qui s'appelle le Gwent, qui est toujours en développement, qui est jouable gratuitement. Et ici, ils ont repris l'univers de Sapkowski, ce romancier polonais connu là-bas et chez nous pas du tout. Ils ont fait un jeu d'aventure et d'exploration, dans un style plutôt bande dessinée, un mélange de jeu de cartes et d'exploration avec un scénario assez conséquent, beaucoup de dialogues, une illustration qui est assez magnifique, qui me faisait remarquer parce que je le voyais. Oui, graphiquement c'est joli. Après, bon, voilà, je l'ai pas testé, mais il y a une atmosphère en tout cas, il y a quelque chose.
Moi, je pense que je suis passé peut-être un peu à côté du truc, tellement je me faisais une idée un peu, voilà, une fois n'est peut-être pas coutume, mais assez définie de ce que j'espérais que ce soit. Parce que j'ai adoré le Gwent, j'ai adoré The Witcher 3, dont je ne me remets toujours pas. Et ici, c'est autre chose, il faut l'accepter. Donc ici, j'étais un petit peu décontenancé par ce que j'avais aimé ailleurs. Maintenant, c'est un jeu qui est... On va rentrer en combat, là. Ouais. Alors on nous explique le système de jeu de cartes, donc il y a plein de mécaniques, plein de trouvailles, mais je n'ai pas encore, même si j'y ai joué quand même pas mal, j'ai pas encore retrouvé ce que j'espérais, ou voilà. Mais je ne suis peut-être pas le bon client pour ce type de jeu. Ok. Donc Thronebreakers, The Witcher Tales. Ouais. Il nous reste quelques secondes. On va vous dire tout d'abord que sur la version sur le web et sur la page Facebook, on va rajouter un petit mot d'un jeu complètement délirant qui est Katamari Damacy Reroll. Voilà. S'il n'est pas tout neuf, mais disons que c'est une évolution dans le temps, on en parlera sur le web. Et puis, il nous reste quelques secondes pour faire... on va faire un petit jeu, d'accord? Tu as 10 secondes pour faire ton top 5 de l'année au niveau des jeux, d'accord? Ouais. Attention, Red Dead Redemption 2, c'est le top. Oui, en 2, Odyssey, en 3, God of War, en 4... Far Cry 5, je t'aide. Hein. Merci. Et en 5, The Conceal. Voilà, d'accord. C'est tout? Ouais, le Gwent aussi. En 7, il met Battlefield 5. Denis, c'est honteux, non? Toi, tu joues beaucoup à Battlefield. Ouais, moi je le mets en premier, voire avant le premier si c'est possible, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est une grosse claque. Donc, Ok, d'accord. Ceci étant dit, tu n'as pas encore beaucoup joué non plus à Red Dead Redemption 2, puisque tu m'as passé ton DVD. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Danse une nouvelle fois, les gars. On se retrouve dans un peu plus d'un mois, normalement. Ok. Merci Denis d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Merci Gilles. Rien. Merci à toute l'équipe. Il y avait Diana, il y avait Ben et il y avait Jean-Pierre en studio et peut-être d'autres que l'on embrasse, que l'on salue. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.